Voilà, vous avez posé plusieurs questions sur l'entrepreneuriat, sur l'accès au financement. Comment un entrepreneur qui n'a pas de relation peut avoir un financement? Est-ce que les chefs de l'État ne devraient pas aussi voir ces secteurs et ces domaines pour essayer d'actionner? Parce que c'est les seuls moyens, la seule voie pour créer des millionnaires. C'est lui qui vient de finir ses études et qui choisit d'être entrepreneur. Comment faire? Alors, cette émission, vous l'avez aimée, mais vous avez posé plusieurs questions et nous avions fait un effort pour faire revenir M. Pepe Lobo, qui est DG des WSTD, mais aussi il est entrepreneur. Nous allons parvenir toutes ces questions, mais essayez de vous éclairer encore sur toutes ces questions et savoir est-ce que nous sommes dans les bons, mais si nous ne sommes pas dans les bons, que veulent le peuple, que veut la population pour que nous puissions exactement être ces pays qui montent en puissance, mais qui créent exactement des millionnaires. Monsieur Pepel, bienvenue. Merci, merci. Je suis très content de vous retrouver encore sur votre plateau. Alors, l'émission était intéressante. Ouais. Mais les jeunes veulent savoir, je commence cette question comme ça, ils disent que nous sommes dans un pays où généralement on parle politique, on parle des grands, mais on oublie la jeunesse qui veut entreprendre. Des petites entreprises, des petits entrepreneurs, comment ils doivent faire pour accéder au marché? Pourquoi c'est pas facile pour eux? Toutes ces questions, nous allons en parler. Ouais. Mais d'emblée, je commence la première question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeune entrepreneur puisse se retrouver dans ce domaine d'entrepreneuriat? Merci beaucoup pour la question. Je pense que la fois passée, on a essayé d'expliquer ça, mais c'était, je ne sais pas si les temps impartis, ton temps, et je ne sais pas si vous avez accéléré les secondes, mais moi je crois que c'est très simple. Oui. C'est très simple parce que vous savez que le gouvernement a mis en place le guichet unique. Et c'est à travers le guichet unique que tout le monde, que vous soyez jeune, vieux, tout le monde passe par là. Oui. Donc, s'ils arrivent là-bas au niveau du guichet unique, il y a certaines formalités, bien sûr, à remplir, notamment des fiches. On vous demande qu'il vous faut, par exemple, avoir un statut. Oui. Donc, il faut voir des gens qui vous font de la loi et tout ça, les avocats et tout consort. Donc, ils peuvent vous faire une très bonne loi. Ils ont des très bons statuts que vous allez présenter à la banque. Ok, à partir de la banque, on vous ouvre un compte, mais ce compte ne sera pas opérationnel. Donc, c'est un compte qui sera fermé. Ok. Et après, vous allez payer au niveau du guichet unique, je pense que c'est 120 $ qui payent. Et puis, bon, je ne suis pas du guichet, hein, mais j'essaie d'expliquer un peu. La procédure. Exactement, vous payez 120 $, on vous demande les copies des statuts, ainsi de suite. Et je pense au niveau de Kinshasa, ils ont commencé à accélérer. J'ai fait un peu quelques investigations. J'ai trouvé qu'ils ont commencé un peu à accélérer. Dans les 3-4 jours, vous pouvez avoir vos documents. Et les documents, c'est peut-être juste l'identification et le RCCM plutôt, et l'identification nationale. Mais si tu te rappelles bien, la fois passée, je m'étais dit que bon, il y a des gens qui ont besoin d'avoir par exemple le NIF, voilà. Les documents là pour l'impôt, voilà. Ils ont besoin d'avoir le document de la CNSS, de l'INPP, et tout ça là. Donc c'est ça qui continue à avoir un peu des petits soucis, mais je pense que si le guichet unique pouvait bien travailler avec la DGI, et je pense la CNSS, ils peuvent harmoniser pour que tous les documents puissent être remis au niveau des guichets uniques. Très bien. Et par rapport, là je parlais plutôt de Kinshasa, mais par rapport à d'autres provinces, je pense la fois passée, je l'ai dit, avec beaucoup de regrets, des gens qui se retrouvent par exemple dans des zones rurales, et non dans les zones urbaines, comme les gens qui sont à Lubumbashi, à Matadi. Là, ils n'ont pas vraiment beaucoup de soucis que des gens qui sont dans les zones urbaines. Or, la recommandation des chefs de l'État, c'était de créer de l'emploi.
Et quand il faut créer de l'emploi, il faut avoir autant d'entrepreneurs partout en RDC. Donc, Exactement. il y a un peu cette petite difficulté-là qu'il faudrait vraiment qu'ils élaguent un peu. Très bien. Alors, la question serait, c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises, d'autres ont même leurs entreprises dans les mallettes, ils ne savent pas comment faire pour accéder maintenant au marché. Quelle est la politique gouvernementale ou la politique qui devrait être mise en place pour que cet entrepreneur puisse, sans être recommandé, sans avoir beaucoup plus d'avantages ou de facilités, qui puisse avoir accès au marché. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais je pense, on a encore discuté sur cette question, mais quand même je vais y revenir, peut-être pour des gens qui n'ont pas pu suivre notre émission de la fois passée. Et les gouvernements ont mis en place beaucoup de structures. Quand j'ai dit beaucoup, je peux en citer d'abord 3 ou 4. Et je t'ai parlé la fois passée de l'ANADEC. Justement. L'ANADEC qui est là pour la formation des entrepreneurs et tout, les nouveaux, les startups et tout consort. Même ceux-là qui ont déjà évolué, mais qui ont besoin d'apprendre un peu comment faire le plan des affaires, comment faire ceci ou cela. Et il y a aussi le FOGEC qui est là, c'est les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Donc avec le FOGEC, il vous permet d'accéder facilement aussi au financement. Mais bon, je pense qu'on a discuté la fois passée par rapport aux gros montants, parce qu'ils sont là et ils sont en train de juste d'aider, de financer. Des montants moyens. Ils ne financent pas, mais ils se portent garant. Ils vous montrent dans quelle banque vous pouvez prendre ces montants, mais moyennant un bon soubassement, c'est-à-dire vous devez avoir un bon plan d'affaires. Donc ils vont se mettre peut-être en commission, ils étudient tes propositions d'affaires et puis voilà, ils te montrent où est-ce que tu peux accéder à des financements et avec bien sûr des petits frais bancaires réduits, comme on parle des intérêts. Donc à part ça, vous avez aussi la RSP. Et la RSP, on en a parlé. Il y a aussi la PROSEM. Donc c'est un peu ça. Mais la RSP, je continue à conseiller aux gens que quand vous allez à l'ARSP, ce n'est pas pour que l'ARSP puisse vous donner des marchés qu'il a dans son armoire. Mais l'ARSP, c'est un instrument qu'on a mis en place pour faciliter les entrepreneurs à accéder au marché. D'abord, vous devez vous rendre éligible à la sous-traitance et après cela, vous devez maintenant postuler dans des entreprises qui vous donnent ces opportunités ou qui ont des appels d'offres. Et ces entreprises-là vérifient d'abord si vous êtes éligible à la sous-traitance ou pas. Donc l'RSP donne le document pour pouvoir travailler dans les secteurs. L'autorisation en fait. Il vous donne, non, pas l'autorisation, mais il vous donne une attestation, quelque chose qui atteste que vous êtes une entreprise à capitaux majoritairement congolais. Pourquoi ça ? Parce qu'on voulait, dans ces cas-là, privilégier un peu les nationaux. Parce que dans le temps, on avait l'habitude, en fait, les appels d'offres, d'abord, ça s'est passé en coulisses. Et des deux, les marchés pouvaient s'y donner entre eux-mêmes des filiales qu'ils ont créées dans les entreprises principales. Entre eux, ils se créent... Voilà, ils se créent des petites sociétés filiales. Et maintenant, je crois, avec l'avènement de l'ARSP et surtout avec l'impulsion du chef de l'État, donc on a vu que les entrepreneurs pouvaient maintenant aller postuler dans les entreprises qui mettent les appels d'offres sur les sites web de l'ARSP. Donc, et je le dis, je le répète, l'ARSP ne donne pas les marchés aux gens. L'ARSP n'octroie pas des marchés. Mais l'ARSP vous donne juste la possibilité. Il est comme une interface qui vous permet de passer vers les entreprises principales qui ont les opportunités de vous donner des marchés. Une autre mission, voulais-je dire, pour l'ARSP, c'est celui de contrôler les contrats. C'est-à-dire, est-ce que les entrepreneurs qui sont éligibles à la sous-traitance, là où ils vont, est-ce qu'on leur donne des contrats? Parce que dans le temps, il y a certains, pas même dans le temps, même maintenant, il y a certaines entreprises, des grandes entreprises dont je tais les noms ici, qui continuent à donner aux entreprises sous-traitantes juste les bons de commande.
en lieu et place de donner des contrats. Donc juste les bons de commande. Oui, c'est dans la mission de l'ARSP de se rassurer que les entreprises chez qui on dit entre parenthèses qui ont signé des contrats, alors que ce sont des bons de commande, est-ce qu'ils ont déterminé même les chiffres d'affaires dans leur contrat ou pas? Alors c'est les devoirs de l'ARSP de faire ces contrôles-là, de suivre des prêts. Et l'autre mission aussi, c'est celui de déployer ces inspecteurs, partout où il y a les entreprises principales pour aller vérifier si réellement ils utilisent les entreprises qui sont éligibles à la sous-traitance. Très bien. Donc alors, voilà. Oui. Alors il y a plusieurs questions sur la RSP, plusieurs questions qui sont tombées. Il faut inviter Miguel Cachal. Nous allons l'inviter encore, bien que généralement il fuit les caméras. Vous serez très à l'aise. Hein, mais je sais que c'est un homme des caméras, mais je ne sais pas, est-ce qu'il peut fuir? Mais les face-to-face comme ça... Je ne pense il faut l'inviter. Oui. Nous allons vous inviter. La première préoccupation, c'est est-ce que l'accès à ces marchés par rapport aux structures que l'État a mises en place, ces structures-là sont suffisantes? Pourquoi je pose cette question? Parce que ça reste un problème. Est-ce qu'il faudrait rajouter d'autres structures? Ça, c'est la première question. Comme sous-question, est-ce qu'il y a des propositions directes comme ça que nous pouvons faire pour rajouter d'autres attributions déjà dans les structures qui existent? Non, moi, je pense que déjà, je vous ai dit la fois passée qu'il y a eu des petites difficultés. Pas des difficultés, mais il y avait certains éléments qui manquaient dans la loi portant création de la sous-traitance. Oui. Et il y a eu une révisitation dernièrement, je pense que tu le sais aussi. Oui. Et après cette révisitation, je pense que le Conseil des ministres avait adopté ça. C'est une façon de te dire que si la loi elle-même avait des difficultés, c'est-à-dire il y a des autorités compétentes qui sont là pour essayer de recadrer sur base non seulement de réclamation des entreprises, mais aussi il y a des entreprises principales qui regardaient, qui avaient aussi certains soucis et tout consort. Donc, autre chose, parler de la difficulté, non, mais jusqu'à présent, moi je pense qu'il y a un problème sérieux de la vulgarisation. Il y a un problème sérieux de, non seulement d'accessibilité aussi à la loi. C'est comme je te disais qu'aujourd'hui, on peut avoir des lois, on adopte des lois, mais on a un problème sérieux pour accéder à ces lois-là, un problème sérieux pour leur vulgarisation. Justement. Donc il y a des lois qui sont qui sont muettes. Qui sont muettes, il y a des lois qui sont muettes. Et personne ne sait réclamer. Non, et il y a un problème sérieux. La RDC, quand on parle de l'inapplicabilité de nos droits, c'est tout simplement parce que il n'y a pas une bonne vulgarisation. Il y a d'autres qui les font même sciemment. Moi, je vais te dire, il y a certaines, c'est juste un exemple entre parenthèses, vous allez vous retrouver dans une entreprise, par exemple, où vous voyez des agents qui descendent pour faire le contrôle. Peut-être vous, par ignorance, vous dites non, mais moi, je n'étais pas au courant. Et ils vont vous dire non, la loi dit ceci, vous devez des pénalités. C'est-à-dire, très souvent, les entrepreneurs sont surpris de constater qu'ils sont sujets des pénalités, alors qu'ils n'ont pas été informés réellement s'il y a une clause qui interdit telle ou telle autre pratique, ou bien une clause qui donne des orientations pour qu'ils ne savent pas et tout ça. En passant, moi je parlerai aussi de gestionnaires, par exemple, des gestionnaires commis, que ce soit à la CNCS, à la DGI, partout là, les gestionnaires, il faudrait qu'ils aient le temps de faire cet encadrement-là. Si on dit vous êtes gestionnaire de telle ou telle autre entreprise, prenez du temps d'aller visiter ces entreprises et les encadrer. Donc, la difficulté que les jeunes peuvent avoir maintenant, moi en tout cas, ça se repose beaucoup plus sur la non-vulgarisation, c'est-à-dire on ne vulgarise pas trop, et puis on ne donne pas aussi l'accès à ces lois-là. C'est un peu ça le plus grand problème. Très bien. Alors, continue à vulgariser. Alors, je disais que nous allons parler de l'RSP, parce que c'est là que les... Tu aimes bien l'RSP. Oui. Alors, plusieurs disent que... les problèmes, c'est les animateurs. D'ailleurs, les gens disent que Miguel a prouvé suffisamment qu'il est incompétent. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'RSP,
il est plus dans un certain dans un seul secteur. Beaucoup plus dans les secteurs des mines. D'ailleurs, on a l'impression que Miguel habite ou commence maintenant à travailler dans les Katanga. Alors qu'il y a plusieurs domaines où ces domaines-là qui sont... les entrepreneurs sont délaissés. Ils sont délaissés et avec tout ce qui se passe premièrement. Deuxièmement, il y a la question de la main-d'œuvre qui pose problème et égard à plusieurs articles. Alors, parlons d'abord de RSP. Est-ce que vous pensez que Miguel est-il vraiment compétent ou n'est pas compétent? S'il ne l'est pas, cette caméra, les chefs de l'État vous suivent. Quelles sont les propositions directes? Non, d'abord, parler de la compétence sur quelqu'un. Je dois entrer en détail pour connaître d'abord quelle est sa mission, les job description. Voilà. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit que j'aime bien parler des institutions. J'aime bien parler de l'établissement public RSP et éviter trop de m'immiscer sur les individus. Mais comme c'est une question qui a l'actualité, tout le monde parle, les gens vont à gauche, à droite, ils critiquent un peu. Et je l'ai dit tout haut que chaque personne peut avoir aussi des bons côtés et des mauvais côtés. Et concernant la gestion, et concernant aussi les seuls secteurs, tels que tu as posé la question, les seuls secteurs des mines, moi plutôt, je ne voulais pas m'atteler sur les mines, mais moi je regarde les choses en termes régionaux. Quand je regarde, les mines ne sont pas seulement au Katanga. Quand vous dites qu'il est sur le secteur des mines, moi je vois dans d'autres provinces, nous avons aussi les mines. Nous avons le secteur des mines, je les ai cités, énumérés la fois passée, comme les cas d'Mbujimai, comme les cas de la province orientale où vous trouvez de l'or, Mbujimai vous trouvez les diamants. Mais au fait, ces gens, ils ne bénéficient pas trop au fait des services aussi de la RSP. Mais néanmoins, on peut voir le travail qui est abattu, par exemple au niveau du Katanga, mais il faudrait maintenant entrer en détail pour savoir c'est qui a accès à ces marchés-là. Donc souvent, tu vas trouver des gens qui étaient déjà, on peut dire, bon, ils étaient déjà des millionnaires, des gens qui étaient déjà dans leurs affaires, mais aujourd'hui, on vous les présente comme par exemple des gens qui venaient à peine de signer des contrats. Or, selon au fait, les souhaits de notre gouvernement et surtout de celui du chef de l'État, nous suivons chaque fois, il veut que les jeunes accèdent au marché et puis qu'il y ait une certaine classe moyenne qui est créée. Et puis, on doit aussi développer la chaîne des valeurs. Alors, quand je regarde, par exemple, au niveau du Katanga, les jeunes, ils se plaignent. Tu comprends? Ils se plaignent, ils n'accèdent pas au marché. Maintenant, il faut savoir c'est qui accède à ces marchés et quel est le volume même de ces marchés-là. C'est ça la question. Qui accède réellement au marché? Je reviens encore, pour essayer d'éclaircir les choses. On s'est dit, l'RSP, il est comme une interface. Il vous donne des documents d'éligibilité. Et quand vous regardez du côté des entreprises principales, c'est eux, au fait, qui offrent les services. Si aujourd'hui, moi, j'ai mon entreprise, entre guillemets, XY, au niveau du Katanga, dans les mines, et que je n'ai pas des travaux à sous-traiter, c'est-à-dire il y aura carence, n'est-ce pas? Si je ne fais que exploiter, j'ai déjà peut-être sous-traité à d'autres entrepreneurs, et que je trouve qu'il n'est pas bon de sous-traiter maintenant parce que l'équipe qui est là, l'équipe est en train de fonctionner. Donc, durant toute une année, 2 ans, donc vous n'aurez pas des appels d'offres de cette société-là. Alors, la mauvaise interprétation est que, des fois, on dit « Ah, l'RSP est incompétent parce que les gens ne savent pas avoir des marchés. » Alors que ce sont des entreprises aussi principales qui ne vous donnent pas cette opportunité ou qui ne lancent pas les appels d'offres pour sous-traiter. Donc ça, c'est aussi un cas très important et que les gens doivent observer. Mais moi, plutôt, au lieu de parler de failles ou de l'incompétence, moi, je vais parler d'abord de ce que la structure devait faire dès par sa création, parce qu'il y a une loi derrière. Où vous allez trouver qu'il y a, par exemple, certains articles, je peux en citer peut-être 4. Si on part par exemple à l'article 6, je sais pas, tu as la loi sur... justement, j'ai... et tu peux taper même sur Google la loi sur la sous-traitance. La loi sur la sous-traitance, sur l'article... Oui, vous allez à l'article 6, ça vous dit quoi? Attendez, s'il vous plaît...
Alors, la loi, je l'ai là. On n'avait pas ça? Si, je l'ai. Voilà, Vérifier. l'article 6 qui dit Ouais. ceci. Ouais. L'article 6. L'activité de sous-traitance est Ouais. réservée aux entreprises à capitaux congolais promues par les Congolais. Par les Congolais. Ok. Quelle que soit leur forme juridique, dont le siège social est situé sur le territoire national. Ok. Toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise énoncée à alinéa ci-dessous, et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, ouais. l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise entreprise. de droit congolais ou une entreprise étrangère pour autant que l'activité ne dépasse pas 6 mois. Ça, Voilà. c'est bien dit. À défaut, Ouais. elle crée une société de droit congolais. Les ministres sectoriels Arrête. ou l'autorité locale en est préalablement informée. Voilà, arrêtez-vous là. Je pense que Ça, c'est c'est l'article 6 qui l'article dit- 6 qui dit ça, qui privilégie les Congolais. qui privilégie les Congolais. Maintenant, il faut qu'on se pose la question. Oui. Qui accède au marché? Parce que dans le temps, Voilà. ou pas, ou même maintenant, il y a beaucoup d'entreprises en RDC qui ne sont même pas répertoriées par l'ARSP. Oui. Moi, je peux te les confirmer. Et ces entreprises, je m'excuse, continuent à utiliser des étrangers. Tu comprends? Comme sous-traitants, c'est-à-dire, et même, ils se créent des Il n'y filiales. a pas de et Congolais. Ils continuent à utiliser des ils étrangers. continuent à utiliser les étrangers. Donc, c'est pour te dire que les étrangers, on les exclut pas, en fait, dans la Oui, sous-traitance. oui. Parce qu'il y a une certaine partition, une quotité qu'on a Ok. déjà définie dans la loi. Les Congolais, c'est 51%, les étrangers, c'est 49%. Donc, nous avons juste une petite différence de 2%. Tout comme un Congolais peut avoir 100%, mais si tu veux t'associer à des étrangers, Oui. donc là, l'étranger ne peut pas dépasser 49%. Et Exactement. la loi est claire. Oui. C'est pour te dire, et je le répète, on n'exclut pas les étrangers dans la sous-traitance. Oui, mais il y a- quand, oui. oui, quand vous allez vérifier, vous allez trouver que les sociétés sont en train d'utiliser des filiales étrangères. Au fait, ce ne sont pas des sociétés même de droit congolais, Oui. mais des filiales étrangères qui se sont installées en RDC. Donc la et qui loi, sont la loi est étrangères. violée là. Sous l'œil Ça, c'est la impuissant- première violation. Et je peux te demander d'aller à un autre article parce que tu as parlé du financement Voilà, aussi. oui, oui. Il y a, du côté finance, il y a l'article 15 ou 16. Regarde un peu, l'article Article 16. 16 Oui, ça vous dit quoi? qui dit ceci. 15 ou 16, bon, 16. Bon, vérifie d'abord l'article 16. Ça dit quoi? L'entrepreneur principal ne peut obliger les sous-traitants de préfinancer totalement le coût de l'opération ou de l'activité faisant l'objet de la sous-traitance. Ok. Il verse celui-ci, il verse avant le début des travaux un acompte couvrant au moins les 30% du contrat Du chiffre de d'affaires. sous-traitance. Ok, Voilà. on a dit au moins. Quand on Au dit moins. au moins 30%, on n'a pas dit 30%. Oui, oui, c'est plus de 30%. Ça peut être 30 ou Ou plus, plus, voilà. n'est-ce pas? Donc, le minimum, c'est 30%. Oui, oui. Maintenant, il y a une question que moi, je me pose, Oui. ou je peux vous poser aussi. Est-ce que les entrepreneurs ou les sous-traitants en RDC, que ce soit dans les secteurs miniers dont vous êtes en train de parler, Oui. est-ce qu'on leur donne le 30% avant du chiffre d'affaires du contrat? Ça, c'est une autre violation. Oui. On ne leur Ou- donne pas. Oui, Pas du mais tout. parce que bon, aujourd'hui, si je dois me plaindre, je ne me plains pas sur les individus. Je t'ai dit, je regarde d'abord la loi. Voilà. Est-ce que l'ARSP est à mesure de contraindre Oui. les sociétés principales à donner les 30% dont on parle là-bas à la signature du contrat? Si vous avez un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars, Oui. ok, du contrat, donc l'entreprise principale doit vous donner au moins, je dis bien, au moins 30%. Est-ce qu'il les donne? On ne les donne pas. Il n'y a pas une autre condition en dehors Oui, de ça. exactement. Parce qu'il y a des gens qui confondent maintenant la loi sur le marché public et la loi sur
les secteurs privés. Ça, c'est la sous-traitance. Oui, on va en parler. Alors, si je comprends ça, bien... Ça, c'est une autre incapacité, jusqu'à présent, de l'ARSP, qui n'a pas pu, en fait, contraindre les autres à respecter la loi. Parce qu'aujourd'hui, on va dire... je comprends bien, l'ARSP n'a pas facilité les entrepreneurs congolais à l'accès. Exactement, parce que quand on a créé la loi sur la sous-traitance, en fait, notre gouvernement, je suis en train de te dire, le gouvernement a mis un bon instrument. Et il a dit, le gouvernement savait déjà que les Congolais vont accéder à un marché. Bien sûr, par les billets de l'ARSP ou qui le rend éligible, n'est-ce pas? Mais quand il accède à ces marchés, ils se sont posé la question, comment ces Congolais-là vont financer? C'est comme ça qu'on a mis cet article. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se taper sur la poitrine qu'on a fait signer des contrats à des Congolais. Parce que là, l'ARSP, il va souvent comme invité ou comme aussi une partie... c'est un actionnaire aussi. Non, actionnaire, c'est trop dire. Je peux dire comme accompagnateur. Il est invité comme accompagnateur pour vérifier est-ce que le contrat est signé. Et un accompagnateur, c'est lui qui vérifie. C'est lui qui est là. Voilà, il vérifie les contrats. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui signent même des contrats, mais sans qu'on puisse vous déterminer quel est le chiffre d'affaires. Il y a des gens qui signent des contrats où il y a un chiffre d'affaires d'abord zéro, et on vous dit, on aura à vous donner chaque fois des bons de commande. Aujourd'hui, on donne un bon de commande de 2000 $, de 3000. Alors là où les autorités de ce pays sont assises, ils se disent que, ah voilà, on a signé des contrats, donc on aura des millionnaires. Donc il faudrait que chaque fois quand on signe des contrats, il faudrait qu'on détermine le chiffre d'affaires. C'est très important. Alors je reviens sur cette question de finances. Et on s'est plaint, on dit, mais écoutez, moi j'ai vu certains amis qui sont dans les secteurs des mines, qui se sont vus menacés par l'entreprise principale. Pourquoi? Parce qu'ils ont tardé à commencer l'exécution. C'est-à-dire, il avait les documents de l'ARSP, il a présenté, il a compétit au truc, et après, il a le marché, mais il ne s'est pas préfinancé. Parce que surtout les fournisseurs des services, ou les fournisseurs des biens aussi. Justement. Et il ne s'est pas un ami a été menacé sur un contrat de plus de 3 millions de dollars. Il ne pouvait pas. Alors que c'est cette entreprise principale qui devait déjà lui donner le minimum 30% de ses chiffres d'affaires. Donc, il devait avoir au moins 1 million de dollars pour commencer déjà à préfinancer les travaux. Exactement. Je ne sais pas si vous avez compris. Non, ça, c'est la deuxième faille. Je suis toujours sur votre question. Vous avez dit, les gens disent que tel est incompétent. Il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent que c'est l'ARSP qui donne des marchés. Alors, il y a les entreprises principales qui doivent donner les marchés. Je pense que cette question est claire. Maintenant, moi, je suis en train de décortiquer les failles. Non, nous retenons ce que vous dites, que l'ARSP n'a pas réellement accompagné les entrepreneurs d'un côté qui ont droit au financement. Je peux dire, aujourd'hui, je ne peux pas donner 100%, je vais dire peut-être 50%. Et le reste, c'est que vous donnez cette facilité, en fait, vous jouez le rôle de l'interface. Quelqu'un a le marché, mais il ne s'est pas préfinancé. Mais alors que la loi qui est entre vos mains, vous en tant que des patrons de l'ARSP, vous devriez même suspendre parce qu'il y a l'article 28 qui dit... attends, essaie un peu de... Il y a l'article 28 ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a même des sanctions qui sont réservées par rapport à ça. C'est lui qui n'obéit pas à cette loi. Donc il y a des sanctions. Doit être sanctionné. Exactement. Il y a l'article 28, il y a l'article 29... Tu peux lire juste parmi 28 et 29. 28, voilà, des sanctions. Pas trop. Et puni d'une peine d'amende de 50 millions à 150 millions de francs congolais. Tout entrepreneur principal qui sous-traite avec une entreprise en violation de l'article 6 de la loi. D'abord ça, En outre, une mesure administrative de fermeture momentanément de l'entreprise est prise selon les cas par les ministres ayant l'économie, l'industrie, les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions. Les gouverneurs des provinces ou l'autorité administrative locale. Même le gouverneur est impliqué. Une durée ne dépassant pas de 6 mois.
tu as compris. Quand oui. tu lis l'article, je crois, Mais 29, récemment, la ça dit RSP c'est pour... avait sanctionné Non, c'est pour te quelques dire entreprises qu'il y a... qui ne respectaient pas. Non, non, attention. Il faut qu'on fasse très attention. Oui. L'RSP a radié. Oui. Il n'a pas sanctionné. Radis. Il radie, ou soit il a suspendu certaines sociétés que nous, en tant que des entrepreneurs, nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant aller par les dénonciations. Oui. Alors, l'RSP a suspendu, tout le monde l'avait vu. Oui. Quand on suspend, c'est pour... On vous donne un délai. Voilà. Un délai d'1 mois pour vous conformer. Vous conformiser. Je ne sais pas si vous Voilà. comprenez. Et curieusement, ces délais-là étaient déjà dépassés. Les délais dépassent. Jusqu'aujourd'hui, ces délais, on ne sait pas si ça s'est arrêté où. Tu vas voir, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces gens continuent à les négocier. Ils vous piquent des prête-noms par-ci, par-là. Voilà. Je pense que je t'ai expliqué les prête-noms. Oui. C'est-à-dire, on prend un Congolais, Voilà. on lui dit, bon... Donc, ils changent de stratégie à la place de se conformer. Oui, je parle des entreprises Oui, oui. qui ne devaient pas de la RSP, mais des entreprises qui devaient se conformer. Exactement. C'est-à-dire le temps de négocier, aller au guichet unique, Oui. chercher peut-être à changer le statut en termes d'actionnaire ou de parts, et ainsi de suite. Alors, là, tu veux voir qu'après 2 mois, 3 mois, 4 mois, curieusement, bon, on retrouve que toutes ces sociétés sont retournées. Et pourtant, dépasser 1 mois, normalement, l'article 28 devait être appliqué. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, je voulais tout simplement te dire que il y a beaucoup de failles au niveau de la gestion. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas appliquer cette loi dans les entreprises principales. La loi n'est pas appliquée. La loi oui. sur l'RSP, je peux te dire aujourd'hui, la loi sur, bien sûr, sur la sous-traitance dans le secteur Oui. privé, elle n'est pas appliquée. Parce que je suis en train de te donner des articles clés Oui, qui devaient être appliqués. Je te donne l'article 11. Tu peux... L'article 11. 11. Oui. Tu vas m'excuser, je ne suis pas juriste, mais Justement, comme je maîtrise... vous maîtrisez... non, je maîtrise ça parce loi. que c'est Oui. un domaine où je t'avais dit la fois passée que nos lois, nous devons nous les accaparer. Et moi, je Exactement. voudrais que tous les entrepreneurs en RDC puissent faire cet exercice, au fait de Justement. lire les lois et voir quels sont les avantages qui sont là-dedans. Venez, je vais vous donner la loi. L'article 11 dit ceci. Est interdite la sous-traitance de plus de 40% des valeurs globales d'un marché. Voilà, par exemple, là, tu as un marché aujourd'hui, dans la sous-traitance, peut-être avec un chiffre d'affaires des $1000. Bon, d'1 million de dollars. Oui. Et si tu veux sous-traiter, tu vas avoir tu vas avoir un sous-traitant du sous-traitant que tu es. Oui. Donc tu ne peux pas lui donner le marché dépassant 40%. C'est clair. Mais aujourd'hui, tu vas voir, il y a des gens qui s'amènent en RDC avec leurs filiales, qui se disent, bon voilà, nous sommes une entreprise à capitaux majoritairement congolais, ils font du prête-nom, et après, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Il n'a rien comme matériel, il n'a rien comme ressources. Qu'est-ce qu'il fait? Il sous-traite tous les marchés aux Congolais. Ok. C'est-à-dire les 100%. Donc lui, maintenant, il joue quel rôle, selon toi? Il devient un commissionnaire. Commissionnaire. Juste un commissionnaire. Oui. Mais il gagne beaucoup. Et tu sais là où ils nous battent? Ils battent les Congolais. Quand il s'érige en commissionnaire, c'est parce qu'il a eu la chance d'accéder à des fonds dans son pays. Parce qu'il suffisait seulement de montrer les contrats. Et comme chez eux, ils ont des banques de développement, d'accompagnement des entrepreneurs, et ainsi de suite. Donc, il se retrouve avec les contrats dans son pays et on lui donne le crédit. Quand il vient, il a de l'argent. Voilà. Mais nous, les Congolais, on n'a pas l'argent. Mais alors que la loi elle-même, elle nous donne la possibilité d'avoir de l'argent. Exactement. Et c'est comme ça que tu vois que beaucoup d'entrepreneurs en RDC, les sous-traitants surtout, ils sont en train de tourner dans un cercle vicieux. Très bien. D'autres gens, ils ont la possibilité, ils ont l'expertise, ils ont tout. Ils ne savent pas accéder au financement. Bien sûr, on critique les banques commerciales, mais on crie aussi tout qu'on a besoin des banques d'accompagnement pour la République. Mais de l'autre côté, il y a une loi qui donne déjà cette possibilité qui n'est pas appliquée. Mais malgré ça, la question directe que j'aimerais poser, qu'est-ce que l'État doit faire aujourd'hui, ou l'autorité doit faire aujourd'hui pour appliquer cette loi-là, ou soit essayer de renforcer l'accès au financement des entrepreneurs? L'autre possibilité d'accès au financement, l'État, ça c'était la première chose. Voilà. 2, il y a le FOGEC. Exactement. Le FOGEC, il reçoit le 0,2
du 1.2 que tous les entrepreneurs dans la sous-traitance sont dans le secteur privé rétrocèdent à l'ARSP. Parce que l'ARSP, c'est ça la source même qui fait que l'ARSP puisse fonctionner, oui. le 1.2. Et l'ARSP rétrocède 0.2 au FOGEC, je l'ai dit la fois passée. Oui. Mais vous allez constater que les 0.2, il n'est pas suffisant. Okay. Les 0.2, même si vous avez 11 millions, 20 millions, ce n'est pas suffisant parce que déjà un seul entrepreneur dans le secteur minier, par exemple, oui. Vous pouvez les retrouver, il a un contrat, un chiffre d'affaires de 30 millions, okay. De 20 millions. Donc le FOGEC ne sera pas à mesure de supporter. C'est pour ça qu'on a associé aussi le FPI qui est là, mais toujours avec des limites. Alors, quant à l'accès, oui. Comment est-ce qu'il faut accéder à ces fonds-là? Il y a aussi une petite procédure, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à un individu dont on ne connaît pas les sous-bassements d'abord de sa structure. Oui. Donc, il faudrait qu'on voie aussi les compétences qu'il y a derrière. Oui. C'est pour ça qu'il y a l'ANADEC qui peut vous aider à bien préparer votre plan d'affaires, ou soit vous pouvez chercher un autre expert à l'extérieur, ou l'expert externe, qui peut faire de sorte que votre document soit conforme. Et quand les gens du FOGEC vont traiter ça, vous pouvez avoir cette chance d'accéder au moins peut-être 20 000, 30 000 à 50 000. Mais je ne pense pas que le FOGEC est en mesure aujourd'hui de donner les 1 million. Par contre, moi, j'aurais souhaité qu'on puisse renforcer le FOGEC. Par exemple, attends, je dirais... par exemple, créer un truc du genre comme le Fonds souverain national de l'entrepreneuriat. Oui. Okay? Un fonds souverain de l'entrepreneuriat, c'est regarder par exemple les recettes qui doivent provenir des recettes des taxes des miniers, des pétroliers par exemple, tu vois, tous les grandes gabarits. Faire revenir cela au FOGEC pour... Oui, c'est-à-dire il faudrait qu'on crée par exemple un truc du genre... Mais c'est facile, genre comme ça, pour renforcer le FOGEC. Le FOGEC peut avoir juste l'autorité d'emmener les entrepreneurs vers les banques qui existent déjà. Et les banques ont l'argent. Pourquoi le FOGEC n'a pas assez de crédibilité? Non, on ne dit pas le FOGEC, c'est quand même un établissement de l'État. On ne dit pas que le FOGEC n'a pas de crédibilité. Le problème, c'est que le FOGEC n'a pas de fonds pour se porter garant. Parce que le FOGEC a de l'argent, par exemple, dans la banque X. Je n'aime pas citer les banques ici. Oui. Et dans cette banque, le FOGEC se retrouve, par exemple, avec 10 millions de dollars seulement. Oui. C'est-à-dire, si moi, je viens demander 50 000, le FOGEC va demander à cette banque que nous avons notre garantie là-bas. Si au cas où les messieurs ici fouillent, vous allez retirer l'argent dans notre... C'est une façon de garantir. Parce que nos banques ici, ils travaillent avec le système de risk management, la gestion des risques, surtout. Parce que les Congolais, dans les temps, quand on te donne un crédit, tu disparais. Hein. Les gens disparaissent, ou soit on te donne un crédit, tu t'achètes les luxes. Est-ce que ce n'est pas une politique? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quand même des révélations que les Congolais, on n'a pas de banque. Oui. Toutes ces banques ici sont des banques étrangères. Exactement. Oui. Ce sont des banques étrangères. Oui. Et là, on va y revenir parce que moi, la plus grande question, c'est que tu as parlé des jeunes qui se plaignent. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une information fraîche. Il faudrait qu'ils fassent cet exercice de bien comprendre le système pour bien poser aussi les problèmes. Et moi, je pose les problèmes en ce sens. Le FOGEC qui doit être renforcé. S'il y a la possibilité de chercher un fonds souverain de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qui provient des recettes des miniers, des pétroliers par exemple, pour renforcer le FOGEC, bien qu'on a associé le FPI, je pense que ça pourra aussi permettre à ce que le fournisseur des services, surtout les fournisseurs des services, puissent avoir cette possibilité-là d'accéder aussi à des crédits bancaires. Demander à un Congolais seul d'aller à une banque, demander à une banque commerciale, je dis bien, parce qu'on n'a pas ces banques de développement ni des banques d'investissement en RDC. Et dès qu'un Congolais arrive à la banque, première des choses, il présente son contrat et après, on va lui demander de donner les hypothèques. Tu comprends? Donc, si toi, tu n'as pas l'hypothèque, tu as besoin, par exemple, de 100 000 $, tu dois présenter l'hypothèque qui doit valoir ces montants-là. Donc, c'est ça la plus grande difficulté. Alors, pour éviter tout ça, pour que les jeunes puissent aussi monter en puissance,
On commence d'abord par ce qui est dit dans la loi. L'article 16 de la loi sur la sous-traitance. Donc, la très important. Proposition que vous pouvez aujourd'hui nous faire, parce qu'on allait aller dans la piste proposition, c'est respecter la loi. Il faut respecter la loi. Oui. Donc, la faille, moi je peux parler jusqu'à présent, ce que l'ARSP n'a pas pu faire. Je t'ai donné juste quelques articles. Là, je t'ai parlé de l'article 6, l'article 11, je t'ai parlé de l'article 16, 28, où il y a les sanctions même. Donc, si l'ARSP pouvait changer ses stratégies, essayer de marteler sur certains articles, parce que tout est clair, même un enfant de l'école primaire, il peut les lire, mais quand vous êtes animateur, je parle bien l'animateur de l'ARSP, Miguel Cachal, que je salue en passant, donc il faudrait qu'il puisse faire le tout possible pour contraindre. Quand vous signez un contrat, ils doivent aussi soit mentionner dans les contrats que plus ou moins 30%, conformément à la clause, à la clause énumérée dans les contrats, doit être respecté. Tant qu'on ne respectera pas ça, tout ce que les gens signent comme contrat, je vous dis, c'est rien. Très bien. Alors, j'ai envie de poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contourner ces stratégies? Parce que pour contourner cet obstacle, ou essayer de voir, parce que... l'obstacle, c'est quoi d'abord? Aujourd'hui, la faille. La plus grande faille, c'est qu'on ne sait pas respecter la loi. Exactement. Oui. Et quand on ne respecte pas la loi, ça bloque ces secteurs des entrepreneurs. Bon, moi je crois qu'il y a la faille... Contourner, changer par exemple. Non, tu sais que l'ARSP dépend aussi du ministère des PME. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Tout comme le FOGEC et l'ANADEC, il y a la PROCEM aussi. La PROCEM, c'est pour la promotion de l'entrepreneuriat. Comme il a une autorité des tutelles, qui est le ministère de PME, moi je pense que, je suppose que l'ARSP fait régulièrement les rapports d'activité et les rapports financiers, et les rapports financiers, au fait, à son autorité des tutelles. Et s'ils ne les font pas périodiquement, donc il y a aussi un fait au niveau du ministère des PME. Et je pense qu'avec les nouveaux ministres, que je salue, d'ailleurs en passant, j'aurai quand même le temps de le voir aussi pour essayer de discuter un peu sur plusieurs questions et voir comment est-ce que nous pouvons assainir les nouveaux ministres du PME. Exactement. Donc, ça sera vraiment un plaisir que je puisse discuter un peu avec lui pour voir quelles sont les stratégies qu'eux vont mettre sur place pour que la loi sur la sous-traitance soit applicable. Et surtout, cette loi a été révisitée, bien qu'on n'a pas encore promulgué la nouvelle loi révisée, et qui avait d'ailleurs été la proposition même de la loi sur les contenus locaux, toutes deux étaient déjà validées au niveau du Conseil des ministres. Moi, je voudrais qu'il puisse nous dire quelles sont les stratégies et comment est-ce qu'il compte évaluer l'ARSP périodiquement. Très bien. Donc, et surtout sur l'application de la loi. Sinon, lui aussi, il va faillir parce que tous ces instruments, ce sont des instruments qu'on a mis en place pour que le secteur... Donc, le ministre doit comprendre que s'il n'évalue pas, en fait, il va, sa mission... Si vous êtes ministre des PME, c'est-à-dire l'ARSP, les FOGEC, tous ces ANADEC-là sont derrière lui. Exactement. Voilà, alors, donc les responsabilités sont partagées. Mais dites-nous, monsieur le DG, les opportunités, quelles sont les opportunités d'accès sur les marchés, par exemple dans les secteurs publics, on en parle de moins en moins. On est plus dans le privé, dans le secteur privé. Les opportunités des marchés dans le secteur public. Non, il faut le savoir. Le gouvernement qui dit chaque fois que, bon, on peut faire des millionnaires, bien sûr, c'est devenu un slogan, hein. On peut faire des millionnaires dans les secteurs privés. Moi, je me dis, le secteur privé, ça veut dire il y a soit des investisseurs nationaux ou des investisseurs internationaux. C'est pourquoi, tu vois, il y a des multinationales qui nous amènent autant d'opportunités en RDC dans le secteur de la sous-traitance, n'est-ce pas? Et on ne peut pas seulement compter à faire les millionnaires seulement avec les multinationales, alors que nous avons les secteurs
public, au fait, Oui. que nous avons ici en RDC, qui peut faire de sorte que les Congolais puissent bénéficier de beaucoup de marchés dans ces secteurs-là. Et quand tu essaies d'évaluer l'RSP et l'RMP, tu vas te rendre compte que l'RMP, c'est l'autorité de régulation dans les marchés publics. Oui. Mais quand on parle de l'RSP, il y a un aspect très important. On parle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Dans les secteurs. Il fallait qu'on parle de l'autorité de régulation aussi de la sous-traitance dans les marchés publics. Exactement. Dans les secteurs publics. Oui, oui. Alors, moi, d'emblée, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une proposition. Il faudrait qu'on passe à une révisitation aussi des textes de la loi sur le marché public. Révisiter les textes. Il faut révisiter les textes. Oui. En révisitant, je vais demander juste deux choses. Je regarde votre caméra. Allez-y. La première des choses, je voudrais que notre gouvernement puisse faire quand même un effort. Qu'il puisse faire un effort en permettant que nous puissions passer à la révisitation des textes de loi sur les marchés publics. Okay. Très important. Pourquoi? Parce que nous devons y insérer une quotité de la sous-traitance d'une manière légale. Il faut, comme elle est clairement dit dans les secteurs privés. Exactement. Une quotité de la sous-traitance dans les secteurs privés. La deuxième des choses, c'est comment est-ce que les entrepreneurs congolais, oui. à capitaux majoritairement congolais, doivent accéder à ces marchés publics. Okay. Et surtout, quand il s'agit d'un attributeur étranger. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui vient d'avoir un marché, c'est un étranger, donc il faudrait qu'il y ait une quotité, soit peut-être d'au moins 30%, pour que ces Congolais aussi puissent bénéficier. Il ne faut pas tout laisser aux étrangers. Très bien. Alors si on passe à ça, je pense que ça pourra aussi résoudre beaucoup de problèmes. Très bien. On ne parlera pas des millionnaires dans les secteurs privés, mais on peut parler aussi dans les secteurs publics. C'est un secteur. Un autre élément, oui, avec oui, votre autorisation, oui, que je voulais ajouter, c'est que oui. nous avons la proposition des lois sur les contenus locaux. Voilà. La proposition des lois sur les contenus locaux qui a été aussi approuvée dans les conseils des ministres. Oui. Je me pose la question, c'est depuis le mois de juin, maintenant là nous sommes au mois d'août, donc ça fait pratiquement 2 mois, donc on ne sent pas l'évolution pour que cette loi puisse être promulguée. Ça ne se trouve ni au Parlement, je ne sais pas là où ça est. Oui. C'est-à-dire ces manques de communication, ça frustre un peu les entrepreneurs. Okay. Il faudrait qu'on sache que... Donc il n'y a pas de vulgarisation. Il n'y a pas de vulgarisation. Encore moins l'évolution de la loi, donc la publication au journal officiel. Oui, oui. Parce que l'avantage avec cette loi-là, oui. La loi sur le contenu local va faire de notre économie nationale bénéficiaire de toutes les richesses produites localement en RDC. Oui. Parce qu'actuellement, quand tu constates, tel que tu peux le constater, pardon, oui. tu vas voir que toutes les richesses produites maintenant en RDC, oui. Les gens qui en bénéficient, ce sont des gens qui sont à l'extérieur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans les secteurs miniers, oui. quand on produit les cuivres, on prend les cuivres bruts, on l'envoie à l'étranger, oui. N'est-ce pas? Et ils vont aller raffiner ces cuivres et peut-être revendre à d'autres personnes. Oui. Mais quand nos richesses en nous sont en train de... Mais la loi sur les contenus, plutôt. Oui, ça rend d'abord notre économie nationale sera bénéficiaire de la production. C'est-à-dire nous serons en mesure de mettre nous-mêmes des industries des raffineries, par exemple. Surtout mais ça coûte quand tu vérifies ce qui se passe. Ça coûte beaucoup les industries des non, mais non, c'est pas de l'argent qui manque dans notre pays. Moi, je vais te dire, entre parenthèses, je vais y revenir. Oui. On a parlé des banques ici, non? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas créer une banque d'investissement ici, ou les banques de développement? Parce que quand tu regardes seulement les simples transactions, j'ai suivi le procès de l'ancien ministre Mutamba. Il a dit qu'il fallait qu'on transfère de l'argent de Equity Bank vers la Rabobank. Non, quelque chose comme ça. Justement. Et il a dit, pour éviter, juste le frais des transactions, ça te faisait déjà 300 000 $. 300 000 $. Alors, imagine-toi tous les petits frais que l'on est en train de mettre, par exemple, à des banques commerciales. Oui. Notre gouvernement est en train de travailler avec les banques commerciales. Pour éviter ça, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des banques
de développement ou des banques congolaises. Okay. Ça, c'est un exemple simple que je te donne. Il y a aussi la CADECO, par exemple. Voilà. On peut développer la CADECO, on peut créer vraiment des banques de développement, un réseau des banques de développement partout en RDC. Très bien. Mais la CADECO peut aussi aider. Hein. Bon, je ne sais pas comment, je ne suis pas un expert financier. Très bien. Nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission, mais je dois vous piquer une question parce que vous avez parlé du ministre du PME. Oui. Il se passe un problème de casting. Est-ce que, on se pose des questions, est-ce que c'est vraiment des animateurs qui sont à la place qu'il faut? Est-ce que les présidents de la République pensent à mettre des personnes qu'il faut? Parce que la population n'est pas contente par rapport au choix du président. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Et beaucoup plus dans votre secteur, qui est le secteur d'entrepreneuriat, les ministres de PME, est-ce que c'est incompétent? Mais je pense qu'on vient à peine, toi aussi, on vient de publier, on vient de nommer un autre ministre. Oui. Je pense que le ministre est là, il fut aussi ministre de l'entrepreneuriat dans le temps, je pense. Oui. C'est lui qui est là surtout, je pense. Et les choix des animateurs. Les choix des animateurs, bon, j'ai vu qu'il y a beaucoup de polémiques, surtout dans les réseaux sociaux. Bon, moi, les réseaux sociaux, je le prends, ou d'abord dans les réseaux sociaux, tu vas trouver que tout le monde s'érige en donneur des leçons. Exactement. Surtout vous, les journalistes, vous avez trop analysé. Et moi, je vais vous dire une chose. Oui, allez-y. Tu sais, les choix des animateurs, ça c'est une question un peu trop sensible et politique. Les choix des animateurs, je me rappelle une fois le chef de l'État, quand il avait pris les pouvoirs, il avait dit quoi? Il avait dit, s'il y a une personne qui a l'expérience dans ces pays-ci, c'était qui? Il a parlé de Kabila, l'ancien chef de l'État. Il y avait une seule personne, c'était Joseph Kabila. Oui. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, il n'est pas ici. Qui a l'expérience parmi nous tous les Congolais? On est à plus de 100 millions. Pour l'instant, qui a l'expérience à la tête du pays? Qui a déjà été à la tête du pays? Vous allez parler de Félix Tshisekedi. Il n'y a que lui. Lui-même a dit qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Oui. Erreurs qu'il ne fera plus. Exactement. En fait, moi, je t'ai posé la question. Il n'y a que lui qui est la seule personne qui a l'expérience à ces postes-là en dehors de l'ex-président, n'est-ce pas? Oui. Ok. Mais non, moi, je voudrais parler à l'opinion, les gens qui aiment bien débattre dans les télés, dans les réseaux sociaux, qui cherchent à s'ériger à la place du président de la République où ils n'ont jamais été. Oui. Et ici au Congo, il n'y a pas une classe ou une faculté pour devenir président de la République. Oui. Voilà. Alors, moi, je considère le chef de l'État... Non, attends, je considère... attention, moi, je fais aussi la politique de développement. Okay. Et quand je fais la politique de développement, je dois aussi regarder où va notre économie. Voilà. C'est comme en Afrique du Sud, je vais te dire aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires qui tiennent l'économie du pays. Okay. Mais tandis que chez nous, il faudrait aussi qu'on puisse faire l'inverse, et non pas des politiques, mais des hommes d'affaires. Nous, les hommes d'affaires, nous devons tenir l'économie. Ah oui, c'est l'une des raisons de cette émission. Je reviens à la question, parce que c'est très important, c'est une occasion. D'ailleurs, merci beaucoup. Et moi, j'ai dit qu'il faut considérer le chef de l'État comme nous considérons les coachs d'une équipe de foot. Ok. C'est-à-dire, les coachs, lui-même, il sait où est-ce qu'il doit placer les défenseurs, où est-ce qu'il doit mettre l'attaquant et qui doit être le gardien. Et quand un coach place les joueurs, il ne le fait pas avec l'intention de perdre. Voilà ce que les gens doivent mettre dans leur tête. Commencer à discuter sur les ministres qui ont été reconduits. Moi, j'appelle ça aussi un faux débat. Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'opérations qui se faisaient en termes de gouvernance, en termes de notre économie. C'est-à-dire, mettre tout le monde à côté et reprendre une nouvelle équipe, ça veut dire que les autres vont commencer à chercher à apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous comprenez? Certes, il y a d'autres gens que les gens ont jugé que celui-là, on ne devait pas le reconduire, celui-là, on ne devait pas la reconduire, il a échoué, l'autre a échoué. Moi, je me dis, je reste simple et observateur. Et je précise que quand le chef de l'État, il nomme quelqu'un, il ne nomme pas pour que ces gens-là puissent lui amener des résultats négatifs. Très bien. Il a cette volonté dès le départ, et moi je me dis que peut-être,
quand il vous reconduit, il change de stratégie. Ok. Qui ne change pas de stratégie, même dans sa maison? Très bien, nous sommes arrivés. Donc, Malheureusement, c'est inutile qu'on le laisse. C'est lui-même qui va se justifier à la fin de son mandat. Oui. Mais il y a des gens qui s'érigent en donneurs des leçons et c'est qui n'est pas bon. Très bien. Voilà. Nous voyons voir ce que ça va donner. Vous avez dit quelque chose de très important. Nous souhaitons que les entrepreneurs soient réellement la force économique de notre pays. Exactement. Et la fin rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Oui, comme mot de la fin, moi, j'appelle toujours les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs qui sont chauds. On ne perd pas de l'espoir. Aujourd'hui, je pense qu'avec cette séparation du ministère de l'Industrie et des PME, je pense que ça va souffler un peu. Parce que moi, je m'inquiétais pourquoi est-ce qu'on avait mis les deux ensemble alors que l'ancien ministre Watoum, que je salue, qui est maintenant dans les mines, il ne pouvait pas se concentrer dans les deux ministères. Ce n'était pas facile. Maintenant, nous avons le ministère de l'Industrie. Bien sûr, il y a des entrepreneurs qui sont dans l'industrie. D'ailleurs, la loi sur les contenus locaux viendra beaucoup plus aussi dans l'industrie, dans la promotion de l'industrie locale. Tu comprends? C'est-à-dire les richesses locales seront vraiment exploitées par ces industries-là. Et il y aura aussi des formations, c'est-à-dire les investisseurs étrangers qui peuvent venir en RDC, ils peuvent aussi partager les compétences, n'est-ce pas? Alors moi je dis ceci, le ministère des PME aujourd'hui, on vient de mettre un nouveau ministre, qu'on lui donne cette chance et surtout qu'on s'est dit qu'il doit nous dire quelles sont ces stratégies qu'il va mettre en place pour évaluer toutes ces structures qui doivent faciliter les entrepreneurs à accéder au marché. Et nous, cette fois-ci, on ne va pas pardonner, hein, parce que si on constate qu'il n'y a rien qui marche, nous allons dénoncer et demander la destitution des animateurs. Très bien. C'est-à-dire qu'il y a une certaine retirer la confiance. Là, on va retirer cette confiance-là pour demander à ce que celui qui doit gérer doit venir de notre secteur. Autre chose, pour ce que j'ai demandé, par exemple, pour l'ARMP, il faudrait vraiment que les autorités ou les gouvernements puissent prendre ça vraiment avec beaucoup plus d'importance. Et surtout, quand il s'agira de commencer à changer les textes, qu'on puisse à révisiter les textes plutôt, qu'on puisse nous associer, parce que nous sommes aussi porteurs des idées. Très bien. Alors, vous avez quand même compris, c'était une émission remplie de matière et cette matière ne finit pas. Ma première question face au nouveau ministre du PME, ça serait quelle politique vous avez pour essayer de pallier sur tous ces problèmes. Dans l'entretemps, nous vous disons merci d'être nombreux à suivre nos émissions. Vous êtes nombreux à commenter sur les réseaux sociaux. Continuez, nous vous lisons avec plaisir. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Merci.